Ce programme vous est proposé par Iron.fr, spécialiste running, trail et fitness sur Internet. Sunday Night Production. Dans cet épisode de l'Iron Live, nous vous proposons une immersion sur la Trans-Gran Canaria, l'un des trails les plus beaux du monde. C'est parti. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de toutes celles et ceux qui aiment courir. Trail, route, piste ou encore triathlon, chaque lundi, venez améliorer vos connaissances sur l'entraînement, l'alimentation et la préparation mentale du coureur tout en vous amusant. Bonne écoute. Soyez les bienvenus dans le podcast Dans la tête d'un coureur pour un épisode Iron Live un peu spécial puisque à l'heure où j'enregistre cet épisode, je suis actuellement sur l'île de Grande Canarie pour assister à la Trans-Gran Canaria, l'un des ultra-trails les plus prestigieux du monde. Oui, il fait bien partie des plus grands, avec la particularité d'être le trail qui ouvre vraiment la saison parce que c'est pas courant d'avoir des trails en hiver. Et pour vous en dire un petit peu plus sur cette course, 128 km, 7000 mètres de dénivelé positif, à peu près l'équivalent en négatif. Vous avez jusqu'à 30 heures pour boucler cette distance. Et les meilleurs coureurs, généralement, terminent l'épreuve entre 13 et 14 heures. Cette année, le plateau est exceptionnel, aussi bien chez les filles que chez les garçons. Donc, on va avoir du spectacle, ça, je vous le garantis. Au programme de ce podcast, je vous propose un vlog audio. On va aller partir dans un premier temps à la rencontre d'une équipe de trailers professionnels. C'est l'équipementier Brooks qui nous a gentiment ouvert ses portes et on les remercie. Puis ensuite, on ira vivre de l'intérieur le format classique, l'Ultra Trail de la Trans-Gran Canaria. Et on aura le plaisir d'interviewer des trailers français qui ont fait le déplacement sur l'île de Grande Canarie. Bref, autant vous dire qu'on ne va pas s'ennuyer dans cet épisode et je vous propose de commencer tout de suite en partant à la rencontre de Benjamin qui est le team manager de l'équipe trail de Brooks. Il va nous expliquer un peu les coulisses de son métier et comment est organisée une équipe professionnelle de trail. Allez, on va aller le retrouver et je vous dis à tout de suite. Salut Benjamin, comment ça va ? Salut, écoute, ça va très bien. Un peu fatigué après cette première journée à Trans-Gran Canaria, mais hyper content. Alors toi, tu es team manager au sein de l'équipementier Brooks. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette fonction, du rôle que tu as justement auprès des athlètes parce que je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse. Ouais, bien sûr. Écoute, si on veut le résumer grossièrement, je m'occupe d'eux en fait au quotidien. Et puis, si tu veux rentrer un petit peu plus dans le détail, l'idée, ça va être d'abord une phase de recrutement en début de saison, bien sûr, ou plutôt en fin de saison, recrutement pour voir un petit peu qui peut aller dans l'équipe. Et puis après, suivre un petit peu leur quotidien, leur bon moment, leur moment un petit peu plus de faiblesse, leurs blessures, leurs réussites. Être un petit peu au quotidien avec eux, répondre à leurs besoins de la meilleure des manières possibles, que ce soit sur du matériel, sur une oreille attentive. C'est être aux petits soins pour les athlètes un petit peu tout au long de l'année. Alors toi, tu t'occupes aussi bien de la gestion des athlètes, d'être à leur côté, mais aussi en amont, puisque c'est toi aussi qui recrutes. Et justement, sur quoi tu te bases pour recruter des athlètes ? Est-ce que tu vas plutôt chercher des petits jeunes, des petits pépites en devenir, ou au contraire des athlètes qui sont déjà bien établis, qui ont déjà une belle notoriété, un vrai savoir-faire ? C'est peut-être un mélange de tout ça. Comment est-ce que tu sélectionnes ? C'est quoi l'idée ? L'idéal, c'est un bon petit cocktail, tu as raison. Mais dans l'idée, c'est ça. Aujourd'hui, Brooks, on a vraiment une stratégie de miser sur la jeunesse et de miser sur le long terme. Donc on a vraiment cette ambition de construire quelque chose avec un jeune de 20 ans, 22 ans, 23 ans, les plus jeunes qu'on recrute. Et puis forcément, pour compléter un petit peu tout ça, on a besoin de personnes d'expérience. Donc personnes d'expérience, ça veut dire des gens qui savent transmettre leur savoir, qui ont envie de transmettre leur savoir et qui sont aux côtés des plus jeunes pour partager tout simplement. Du coup, chez Brooks, vous êtes attaché à pouvoir avoir, tu nous l'as dit, ces nouvelles générations de coureurs à pied. Est-ce que tu vois aussi une différence peut-être dans la culture, dans le rapport aussi aux réseaux sociaux entre une ancienne génération et une nouvelle génération ? Est-ce que le jeune trailer aujourd'hui, il est un peu différent du trailer, le trailer de demain ? Est-ce qu'il est un peu différent du trailer d'hier ? C'est quoi ton avis sur ça, toi qui a la sélection des athlètes ? Non, mais il est différent clairement au niveau de la communication. Ça, c'est vrai, tu as raison. C'est vrai que les athlètes d'aujourd'hui, ils ont tous un peu une page Instagram, ils ont tous une page Facebook. Et là, c'est un petit peu le process
sens inverse, c'est plutôt les plus jeunes qui vont inspirer les plus vieux là-dedans. Donc c'est aussi quelque chose d'hyper intéressant. Et voilà. Et puis après, ouais, sur cette partie communication, c'est vraiment essentiellement ça. Ouais. Alors justement, toi, tu vas gérer aussi tout ce qui est, j'imagine, sollicitation médias pour essayer aussi un peu de réguler, parce que voilà, sur des grands événements sportifs, alors la Transcanaria, ça va, mais j'imagine pour l'UTMB, pour la Diagonale des Fous, même pour les Templiers, des événements où il y a un peu plus de médias, là, il y a pas mal de sollicitations. Parfois, ça peut aussi être un peu de pression. Là, j'imagine que toi, tu vas réguler et faire attention, voilà, à ce que peut-être 24 heures, 48 heures avant la course, l'athlète il soit tranquille. Oui, bien sûr, la ligne est très fine et même si on se dit une interview, c'est pas grand-chose. Une interview, ça prend 30 minutes, etc. Mais ça prend aussi de l'énergie mentale. Ça empêche l'athlète d'être vraiment focus sur sa performance. Donc c'est sûr que dans l'idéal, 24 heures, 48 heures à l'avance, on met pas trop de sollicitations. On les laisse au repos, tranquille, à l'hôtel ou dans les chalets qu'on peut louer, par exemple quand on est en montagne. Voilà, c'est des choses qu'on faisait pas forcément avant, sur lesquelles on n'était pas trop regardant avant, mais on a vraiment pris conscience de l'impact que ça pouvait avoir sur la performance. Et c'est quelque chose sur lequel on est de plus en plus attentif, notamment sur les très grands événements, comme par exemple pour l'UTMB l'année dernière, où c'est vrai qu'on a refusé quelques sollicitations par rapport à ça. Et quel lien t'entretiens justement avec les entraîneurs de tes athlètes? Parce que finalement, tu es team manager, mais tu n'es pas entraîneur. Du coup, est-ce que tu as quand même ton mot à dire, par exemple, dans la gestion des entraînements? Est-ce que tu regardes un peu ce qu'ils font? Est-ce que peut-être tu discutes aussi avec eux des choix des courses, des compétitions? Ça ne doit pas être simple des fois, ta place entre l'athlète, l'entraîneur, peut-être des fois la famille aussi, parce que des athlètes, il y a aussi la famille. Tu navigues un peu au milieu de tout ça. Ouais, c'est un peu un équilibre à trouver, tu as raison. Après, aujourd'hui, on a quand même cette philosophie chez Brooks de ne pas trop empiéter sur les désirs des athlètes. Donc, dans l'idée, l'athlète est libre de choisir ses courses. Bien sûr, l'idée c'est quand même qu'il fasse des courses relevées, des courses nationales voire internationales, mais au-delà de ça, on n'a pas de réel focus aujourd'hui, c'est-à-dire que les athlètes sont libres de choisir leur calendrier et donc aussi on a des liens forcément avec les entraîneurs, mais aujourd'hui on n'est pas entraîneur, je ne suis pas entraîneur en tant que team manager, donc l'entraîneur est bien sûr libre de créer son plan. Avec nos athlètes européens, cette année, on a aussi créé des synergies avec des kinés qui viennent sur les différents stages, les différents déplacements pour apporter toujours plus de services à nos athlètes. Sur les courses, un peu comme on va avoir demain, là, il y a toute la gestion aussi des ravitaillements. Est-ce que toi, tu interviens un peu? Est-ce que tu es aussi là aux côtés pour soutenir les athlètes, ou ça c'est encore les entraîneurs qui gèrent? Non, alors ça pour le coup c'est plutôt nous, et c'est plutôt les athlètes qui se parlent entre eux. C'est-à-dire qu'un athlète plus expérimenté, je prends l'exemple de Nicolas Martin, il connaît un rayon sur la nutrition et donc il va apporter aux plus jeunes les bons besoins nutritionnels pour telle ou telle course. Et l'idée, moi, c'est que je puisse un petit peu parler de tout ça avec eux, valider un petit peu tout ça avec eux en amont. Et puis, bien sûr, à l'image un petit peu des ravitaillements en Formule 1, l'idée, c'est d'être le plus rapide aussi en trail. Donc voilà, d'être hyper efficace sur les différentes zones de ravitaillement et sur les assistances. J'imagine que de par ta fonction, il y a un côté très humain aussi. Tu nous le disais tout à l'heure, tu es aux côtés des athlètes quand ils sont des fois peut-être un peu tendus avant un départ, quand il faut fêter aussi les victoires, parce que ça fait aussi partie des bons moments, j'imagine, de ton métier, mais aussi parfois les déceptions. Voilà, quand le résultat n'est pas forcément au rendez-vous, c'est généralement vers toi qui se tourne. Bah oui, complètement, je suis la première personne, généralement je suis sur la ligne d'arrivée, donc je suis la première personne à qui on fait un feedback. Alors bien souvent c'est à chaud et ça rime pas à grand chose, il faut essayer de remettre un peu les idées en place, mais en tout cas ouais, c'est hyper intéressant. Et puis moi c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, d'avoir ce côté humain et d'avoir ce côté être à l'écoute et puis trouver les bons mots pour remobiliser un athlète ou pour le féliciter tout simplement, parce qu'on parle pas que du côté négatif bien sûr. Voilà, ouais, tout ça c'est vrai que c'est des choses qui m'animent et qui me plaisent énormément dans la facette de job de team manager. Merci beaucoup de m'avoir accordé ces quelques minutes, parce que c'est vrai que on ne connaît pas forcément, nous, le grand public, les passionnés, voilà, les coulisses du sport de haut niveau et du trail de haut niveau. Donc ça a été un plaisir. Je te retiens pas plus longtemps parce que je sais que tu es très occupé. Je te souhaite de belles courses pour les jours à venir. Je crois que ça commence demain avec le marathon. Et puis profites-en bien. Exactement, merci à toi.
Alors je viens de laisser Benjamin, je me dépêche un petit peu parce que la nuit commence à tomber. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir parler à un team manager parce que c'est vrai que c'est d'habitude des profils qui sont assez discrets. Ils préfèrent rester dans l'ombre de leurs coureurs et coureuses à pied. On peut tout à fait les comprendre. Donc voilà, du coup avoir ce témoignage, ça fait plaisir. Merci à lui et puis merci également à Brooks de nous avoir ouvert leur staff et puis de nous avoir invités aussi à ce voyage de presse. C'est vrai que c'est une marque que je connais pas forcément très très bien. D'ailleurs, on retrouvera en fin d'émission Manu qui nous en dira un petit peu plus. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on aille retrouver un athlète, Mathieu Simon. Mathieu Simon, ça fait longtemps que je voulais pouvoir échanger avec lui parce qu'il a un profil un peu atypique. Ça fait seulement 5 ans qu'il pratique la course à pied et en l'espace de 5 ans, il a réussi à atteindre un excellent niveau à tel point qu'aujourd'hui, il a intégré une équipe professionnelle. Et puis en plus, à la base, lui, il vient du rugby, du ballon ovale, donc c'est quand même un peu aux antipodes de la course à pied. Bref, c'est un jeune coureur, il vient du sud-ouest, un ancien rugbyman, donc je pense qu'on va bien s'amuser avec lui, en tout cas qu'on va pas s'ennuyer. Allez, j'arrive presque à son hôtel, donc on se retrouve là-bas. Salut Mathieu, comment tu vas ? Salut, très bien et toi ? Ravi, merci de m'accueillir. Merci à toi en tout cas de venir. Mathieu, merci beaucoup de m'accorder ton temps. Alors là, on est à quelques heures, il reste aller quoi ? La nuit, 10-15 heures avant ton départ. Comment est-ce que tu te sens ? Est-ce que tu n'es pas trop stressé ? Alors stressé non, par contre très excité de découvrir les magnifiques sentiers de l'île Canaries, de cette île de la Grande Canaria. Très excité de faire surtout ma première course avec le nouveau maillot du Team Brooks, avec le maillot de Team Brooks tout simplement, puisque ce sera la première course sous les couleurs Brooks pour moi. Super, tu vas t'aligner demain sur le 45 km, je crois. D'habitude, on te voit plus sur des formats un peu plus longs. Et là, tu vas t'aligner sur un format 45 km. C'est parce qu'on est en début de saison et du coup, tu veux peut-être travailler un peu ta vitesse, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Alors déjà, il y a deux choses. C'est la première, voilà, c'est pour travailler la vitesse parce que c'est très très important. Et surtout parce que voilà, je prends le départ des championnats de France de trail long au mois de mars. Donc du coup sur une épreuve de 70 km, donc du coup voilà, c'était franchement un format qui était top pour la préparation. Donc c'est pour ça que j'ai pris la décision de faire le 40 plutôt que le 25 parce que ça permet de faire aussi une sortie longue, donc appuyé, donc c'est top, c'est parfait. J'imagine. Et du coup, la veille d'une course, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu vas un peu t'échauffer ? Est-ce que tu vas faire une demi-heure, 45 minutes, des lignes droites, peut-être quelques accélérations ? Comment est-ce qu'on se prépare avant un 45 km quand on fait du trail la veille d'une course ? Alors la veille de course, c'est simple. Donc, moi, je fais toujours un petit footing veille de course avec quelques accélérations. Généralement, c'est un 500 mètres un peu appuyé. Après, je fais quelques lignes droites surtout. Après, j'essaie, si possible, de reconnaître la fin du parcours, du moins une partie, parce que mon footing de veille de course, ça va durer entre 40 minutes et 50 minutes. Donc, lorsque je connais pas trop le parcours, j'essaie d'aller reconnaître un peu la fin. Mais après, voilà, c'est une petite séance le matin. Généralement, j'essaie de la faire 24 heures avant. Si par exemple le départ c'est le matin, je le fais la veille au matin et après ça va être beaucoup d'étirements, de préparation mentale un peu, je me repose tranquille, je regarde un petit peu le profil, je commence à analyser un peu le parcours et après voilà, étirement, assouplissement et surtout beaucoup de repos. Et au niveau diététique, est-ce que tu es plutôt un bon élève toi ou tu es plutôt à l'intuition ? Est-ce que tu as un petit repas fétiche avant une course ? Alors moi je suis quand même plutôt bon élève. Après bon voilà, moi je sais qu'il n'y a pas vraiment de... Pas de sangria ce soir alors ? Non, voilà. Après moi je bois pas trop d'alcool, mais après voilà, je suis plutôt bon élève, c'est-à-dire que j'ai ma petite routine. On va dire que là le repas de veille de course ça va être... T'es un petit peu superstitieux justement. Est-ce que tu as un petit repas que tu aimes bien manger la veille d'une compétition qui porte bonheur ? Alors oui, moi je mange beaucoup de riz, je mange jamais de pâtes, donc les féculents que je vais prendre, on va dire, c'est principalement du riz et des pommes de terre. Et c'est vrai que la veille d'une course, j'aime bien manger les petites pommes de terre avec un petit peu de blanc de poulet ou de la dinde. Et après, voilà, en petite quantité parce que je mange plutôt moi la veille. On va dire que je fais un petit rebond glucidique l'avant-veille, pardon. Et le lendemain, voilà, le midi, on va dire 1 jour et demi avant la course, je mange un peu plus. Après, sinon, la veille de la course, le soir, pour le lendemain, je mange pas trop. Parce que les réserves elles sont faites bien avant, donc voilà. Mais ça sera pommes de terre et poulet ce soir. Pommes de terre et poulet, bon bah ça va, tu vas pas mourir de faim. Alors tu as rejoint la team Brooks, mais tu as un parcours aussi un peu atypique parce que je crois que toi, à la base, tu viens pas forcément du monde de la course à pied, tu as un petit accent du sud-ouest et je crois que tu viens plutôt du ballon ovale. C'est ça, tout à fait. Donc moi j'habite sur Agen, donc dans le sud-ouest. Donc moi je viens du rugby, effectivement. J'ai fait alors d'abord 7 ans de foot, ensuite 6 ans de rugby. Et là, j'entame ma cinquième année de trail, on va dire. Vraiment
grosse saison, enfin 5e grosse saison on va dire, parce que la première saison de trail ça a été une grande découverte pour moi. J'ai fait à peine 2-3 courses dans la saison, et ma vraie saison je faisais encore du rugby en même temps, donc voilà, je faisais un week-end sur 2 quand il y avait match de rugby, c'était match de rugby, le week-end d'après c'était trail si je pouvais, et voilà. Alors, qu'est-ce qui change entre le rugby, le football et le trail? Parce que tu étais plutôt sur des sports collectifs, c'est une autre ambiance, il y a le vestiaire. Là, on est quand même, voilà, c'est plus des introvertis dans la course à pied. Est-ce que vraiment tu te sens bien dans ce monde-là, et qu'est-ce que ça change par rapport à ton ancienne vie dans les sports co? Alors déjà, ce qui change, c'est la connaissance de soi, la découverte de beaucoup de paramètres, notamment la nutrition, l'entraînement. C'est vrai qu'au rugby, voilà, on a 2 entraînements. Moi, j'avais 2 entraînements par semaine. Alors déjà, je pratiquais pas au niveau, mais voilà, c'était 2 entraînements par semaine. On venait, les coachs avaient préparé des exercices. Après, il y avait les matchs. Mais voilà, c'était 3, on va dire 3 jours dans la semaine, 2 entraînements et le week-end le match. La course à pied, la différence, c'est que voilà, c'est pratiquement tous les jours. Moi, je fais 1 jour off par semaine. Après, c'est tous les autres jours, c'est des entraînements. Il faut avoir une connaissance sur l'alimentation, sur soi-même, l'équipement aussi. Voilà, au rugby, c'est vrai qu'on met un short, un t-shirt, et hop, le maillot, et on part jouer. En course à pied, c'est la même chose. On met, c'est vrai, un short, un t-shirt, des baskets, et on peut courir. Mais selon le temps, selon il va y avoir on va dire, selon s'il pleut, il va falloir une veste de pluie. Ça va être, s'il fait froid, on va mettre plutôt des gants. Et c'est vrai qu'il y a plein de paramètres à connaître, à savoir. Et tout ça, c'est quelque chose qu'on apprend au fur et à mesure des années. Et moi, c'est ça qui me plaît. C'est vraiment tout ce qu'il y a autour. Parce qu'il y a le sport, courir, mais tout ce qu'il y a autour. Et après, c'est l'ambiance de groupe. Là, je vois avec le Team Brooks, on est tous ensemble, tous à l'hôtel et tout ça. Donc, tu retrouves un peu là cet esprit d'équipe? En soi, oui. Voilà. C'est-à-dire que le match de rugby, c'est l'esprit d'équipe. Les entraînements, c'est l'esprit d'équipe. Et on va dire que là, en trail, c'est l'esprit d'équipe tout le temps, lors des repas, lors de l'arrivée à l'hôtel, lors des entraînements. Là, apparemment, j'ai couru avec Edou ce matin, qui fait aussi le marathon demain matin. Et en fait, pendant la course, c'est chacun pour soi. Mais autour, en fait, c'est énormément de collectifs. Et en fait, au final, on se rend compte qu'on vient d'un séjour qui dure de mercredi à dimanche. On va juste être tout seul, en fait, dans sa bulle pendant 4 heures, on va dire, le temps de la course. Et tout le reste, en fait, c'est du collectif. On est avec les autres, on s'entraide et tout. Et c'est vraiment un esprit d'équipe, quoi. Est-ce qu'il y a la 3e mi-temps quand même dans le trail? Est-ce que ça te manque pas trop, cette partie-là? Alors oui, la 3e mi-temps, bon, c'est vrai que moi à l'époque j'étais jeune, du coup j'ai arrêté le rugby, je devais avoir 19 ans, donc j'étais encore un peu foufou, donc les 3e mi-temps forcément elles étaient un peu appuyées, puis c'est mythique, on va dire, dans le rugby. Après dans le trail, il y a des bonnes 3e mi-temps aussi, voilà, après c'est différent, c'est-à-dire qu'au rugby... Tous à la ceinture. Ouais, c'est ça, tous à la ceinture. On va dire que la différence, c'est qu'au rugby, quoi qu'il arrive, qu'on perde ou on gagne, tous les week-ends, c'était sûr qu'il allait avoir une 3e mi-temps. Alors qu'en trail, la 3e vraie mi-temps, elle est vraiment après un objectif. Mais après une course de prépa à la limite, mais dans la préparation, tout ça, c'est vrai quand même que dans la continuité de l'entraînement, la 3e mi-temps, elle est quand même rare, quoi. C'est plutôt, on va dire, la coupure de saison où vraiment, là, on se permet des petits trucs sur lesquels on fait gaffe tout le restant de la saison, quoi. Alors demain, on l'a dit, tu t'alignes sur le 45 km, c'est plutôt pour remettre la machine en marche avant les championnats de France. Donc plutôt du long, est-ce qu'il y a une course qui te fait rêver? Est-ce que peut-être la Diagonale des Fous, l'UTMB, l'Hard Rock, est-ce qu'il y a vraiment une course où tu te mets un point d'honneur à arriver à la faire, et surtout à la faire en forme? Alors bien sûr, moi la course qui me fait rêver, c'est la Diagonale des Fous à La Réunion. Donc, tu l'as déjà faite? Jamais, donc j'y vais cette année pour la première fois. Superbe. Mais je fais la Mascareigne. Donc voilà, qui sera en préparation de l'Ultra Trail Capton. Après, moi, la course qui me fait rêver à l'heure actuelle, maintenant, c'est le Grand Trail donc, du coup, de la fin de La Réunion. Mais la course qui me faisait rêver avant, c'était bien évidemment le Grand Trail des Templiers. Ça a été voilà, moi ça a été ma course de cœur, et pour moi ça restera... Des profils de course assez différentes du coup, au niveau climat, au niveau parcours, au niveau paysage. Tu fais, voilà, c'est 2 salles, 2 ambiances. Exactement, c'est 2 salles, 2 ambiances. Et quand j'ai démarré la course à pied, je pensais être destiné vraiment à faire des profils montagne, on va dire très très casse-pattes avec du technique. Et en fait, je me rends compte au fur et à mesure des années que je suis plutôt polyvalent, et j'ai même tendance à aimer quand ça court, quand il faut courir. Bon bah écoute, on va pas te déranger plus longtemps, on va te laisser récupérer, on va te laisser savourer ton riz, pommes de terre et poulet. Et puis on se retrouve demain sur la ligne de départ. Je te souhaite une magnifique course. On sera sur le parcours pour t'encourager, et j'espère qu'on pourra te dire un petit mot à l'arrivée. En tout cas, on va te suivre de très près. Repose-toi bien, et puis amuse-toi demain sur Grand Canary. Super, merci beaucoup à toi en tout cas pour cette interview, et je vous dis à demain.
Alors je viens de rentrer à mon hôtel, je suis désolé pour les parties un peu vlog audio, je pense que quelquefois il y a du vent, parce que oui, on est sur une île, et donc souvent sur les îles, ça vente un petit peu. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire après 24 heures passées sur Gran Canaria? Eh bien, déjà, c'est une île qui est très dépaysante, parce que il y a une vraie diversité dans les paysages, c'est même assez troublant, vous allez vous retrouver parfois dans des endroits presque martiens, vous savez, avec ces roches désertiques rouges, et vous allez grimper un petit peu, on peut se retrouver très vite dans des paysages extrêmement verdoyants, et bien sûr vous avez toute la partie littorale avec des paysages océaniques, donc une diversité de paysages, mais pas seulement, aussi une diversité culturelle, une diversité architecturale, puisque cette île, elle a été marquée par l'influence de diverses cultures et civilisations, je pense notamment aux Espagnols, bien sûr, aux Maures et aux Romains, si on remonte encore plus loin. Et vraiment, toutes ces civilisations ont laissé un peu leur empreinte. Il faut savoir aussi que Gran Canaria, c'est une île qui est située dans l'océan Atlantique, au large de l'Afrique, plus précisément au large du Maroc. C'est la 3e plus grande île de l'archipel, où vous allez retrouver par exemple Tenerife, Fuerteventura ou Lanzarote, pour ne citer qu'elle. Voilà, ça c'était pour la partie un peu plus culturelle. Ce que je vous propose, pour ma part, je vais aller dormir. Mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve tout de suite pour vous, directement sur la ligne de départ de la Transgran Canaria. Comme ça, vous serez tout de suite plongé dans le bain. J'ai hâte d'y être et je vous dis à tout de suite. Ça y est, je me trouve juste devant l'arche de départ et première particularité, je ne m'attendais pas à ça, eh bien le départ il se fait sur la plage, donc les coureurs vont débuter leur course sur le sable et c'est vrai que c'est un peu particulier parce que le sable c'est fin, ça se glisse dans les chaussures, les chaussettes, c'est quand même, c'est pas forcément l'idéal pour eux. Il faut savoir que le départ est donné ici à minuit, donc en pleine nuit, j'imagine que c'est très sympa parce que ça a le côté un peu estival de partir depuis une plage, mais il y a quand même quelques contraintes. Alors au niveau des favoris, alors chez les hommes, on va retrouver Chen Jiaishen qui est un chinois avec une Côte ITRA à 908. C'est la plus grosse Côte ITRA. Il est vraiment présenté ici comme étant un favori. Alors on sait que les Chinois brillent de plus en plus sur les circuits trail internationaux. Pour l'instant, il n'y a pas encore un Chinois qui a gagné un grand majeur, mais à mon avis, ça ne serait tardé. Est-ce que ça sera cette année? Eh bien, réponse tout à l'heure. Ensuite, on va retrouver l'enfant du pays, Pao Capel. Alors Pao Capel, c'est une Côte ITRA à 896. On sait qu'il a eu quand même quelques petites blessures. On sait que il a des petits soucis avec ses genoux, ses articulations. C'est un coureur qui court beaucoup. Peut-être qu'il est en train d'en payer le prix. On n'a pas trop d'infos sur son état de forme, mais lui, clairement, il est venu ici pour gagner. On va retrouver aussi Andrew Simon aussi, qui est un autre Espagnol avec une Côte ITRA à 906, qui sera aussi l'un des favoris pour le titre. Côté féminin, là, malheureusement, à mon avis, il ne va pas vraiment avoir de surprise. Courtney de Walter est en lice pour cette édition 2023 de la Transgran Canaria. Elle a une Côte ITRA à 835. Autant vous dire qu'elle va à risque d'atomiser le peloton. Mais quand même, face à elle, on va retrouver la Canadienne Jasmine Lauter ou encore l'Espagnole Claudia Tremp. On sait que les Espagnols sont très attachés à leurs coureurs locaux, à risque d'être portés par le public. Ça peut quand même, il y a quand même de la concurrence. Donc, ça risque quand même un peu de bagarrer. Alors pour vous en dire un peu plus sur la fameuse Côte ITRA, eh bien c'est un indice qui est établi par l'International Trail Running Association, ça vient de là le nom ITRA. Et contrairement à ce que peuvent penser la plupart des gens, eh bien pour calculer la Côte ITRA d'un athlète, on ne prend pas en compte son classement général sur une course. On va en fait tout simplement s'intéresser au dénivelé de la compétition auquel il participe, à son chrono, et puis on va établir une pointe en fonction de ces deux éléments-là. Bien sûr, on va appliquer un coefficient en fonction des conditions de course, en fonction de la technicité aussi du parcours, et puis on va calculer comme ça une cote. Cette cote, elle est intéressante tout simplement parce que contrairement au marathon ou à la course sur route où finalement on va avoir un chrono de référence, eh bien sur ultra, forcément les parcours peuvent changer en fonction des années, les conditions météo aussi, évidemment ça peut changer du tout au tout la course, donc c'est pas forcément simple de pouvoir positionner, de pouvoir avoir une idée sur le niveau de performance du moment des athlètes, et donc cette cote elle est quand même très utile. Il en existe d'autres, mais celle-là elle est quand même assez référente. Allez, écoutez, je vous propose qu'on se retrouve d'ici
quelques minutes, voire même quelques millisecondes pour vous sur la ligne de départ, puisque le top départ va être donné dans quelques minutes. Je peux vous dire que l'ambiance, elle commence vraiment à monter. C'est vraiment la fête ici, hein. Franchement, c'est ça qui est surprenant, c'est que j'ai fait quand même pas mal d'ultra maintenant, et en fonction des pays où on est, en fonction des courses, eh bien à chaque fois c'est une ambiance, c'est un univers différent, et ici, croyez-moi, c'est la fête qui est mise en avant. Allez, rendez-vous sur la ligne de départ. Ça y est, le départ a été donné. Alors je sais pas si ce trail des Grands Canaria est le plus beau trail du monde comme certains le revendiquent. En tout cas, une chose est sûre, c'est celui où la musique elle est la plus forte. J'ai jamais vu une sono aussi forte, c'est complètement dingue. Un départ quand même assez improbable pour vous donner un peu une mise en contexte. On était face les journalistes, le public, donc face à la ligne de départ. Et puis même moi je me demandais, mais c'est bizarre, quand est-ce que les gens vont se pousser, parce que voilà, le départ allait être imminent, et les organisateurs ont 45 secondes avant le départ ont demandé aux gens de se reculer, de s'étaler. Et les coureurs ont été envoyés dans la foule, donc ils ont un peu fendu la foule, vous savez, un peu comme les boxeurs. Donc c'était un départ assez improbable, mais très folklorique. Alors c'est un peu tôt pour vous donner un état des lieux. Voilà, c'est parti très très vite pour l'instant. On fera un point un peu plus tard dans la nuit sur la tête de course. Mais évidemment, hein, si vous voulez vraiment suivre les lives, les courses, je vous invite à nous retrouver sur Instagram, parce que c'est vraiment sur ce réseau social qu'on fait vivre l'événement sportif en direct. Là, on va essayer, nous, plutôt d'aller, on va essayer de suivre les coureurs, prendre un peu la température et essayer de voir les coulisses de la course. Allez, je vous laisse dans un bruit pas possible, et je vous dis à tout à l'heure. Ça y est, la course est lancée, il est un peu plus de 4 heures du matin, et donc ça fait plus de 4 heures que les coureurs sont partis. Et qu'est-ce que je peux vous dire sur ce début de course? Eh bien, c'est très rapide, hein. Il faut savoir que sur les 30 premiers kilomètres, la tête de course était à une moyenne de 12,5 km/h, avec, pour 30 km, déjà presque 2000 mètres de dénivelé positif. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça va très très vite. Le parcours, c'est entre montagne et ville, donc il faut vraiment être capable de relancer, il faut être capable d'être assez vite sur le plat. Et donc c'est plutôt pour l'instant en tout cas, des coureurs avec des profils plutôt fins, plutôt rapides, qui sont aux avant-postes. On pense notamment au chinois Chen, ou encore à l'espagnol Andrew. Côté féminin, eh bien, sur les 20 premiers kilomètres de course, c'était pas Courtney Dauwalter qui était devant, hein. C'était Suzanne, la Canadienne. Jusqu'au 20e kilomètre, Suzanne qui a pris les avant-postes. Elle est plus rapide, hein, tout simplement. C'est vrai que Courtney, elle s'exprime beaucoup mieux sur des courses plus techniques, plus difficiles. On sait que c'est son mental qui est son vrai atout. Mais bien sûr, dès que ça a commencé à grimper, elle les a remontées une à une, et elle a pris les commandes du peloton de tête féminin à partir du 30e kilomètre. Alors sur ce trail des Canaries, il faut savoir que c'est vraiment la dernière partie de course qui est la plus difficile, et donc à mon avis les cartes vont être redistribuées, et j'ai hâte de voir ça. On se retrouve tout à l'heure. On est quasiment tout juste à la mi-course, il est presque 7h30 du matin, et ça y est, les coureurs commencent à essayer de faire le trou. Alors vous savez que dans le trail, on aime bien rester groupé la nuit entre les coureurs pour des raisons de sécurité, et puis aussi on met en commun les lampes frontales, c'est quand même plus sympa. Et dès que le jour commence à se lever, dès que le parcours commence à être un petit peu technique, eh bien certains en profitent pour essayer de faire faux bond aux autres et prendre un peu la poudre d'escampette. Et là, on va retrouver un coureur roumain pour l'instant et un coureur espagnol, Andrew Simon. Alors ce nom vous dit peut-être quelque chose, puisque c'est lui qui a gagné la Zig Saint-Élion. C'était le premier coureur étranger à gagner la Zig Saint-Élion en 2022, et franchement il a tout d'un grand. Je pense que c'est un coureur qui va faire beaucoup parler de lui dans les années à venir, parce que je le trouve extrêmement efficace. On va voir si c'est lui qui va tirer son épingle du jeu, mais moi j'y crois bien. Un petit mot sur Courtney Dauwalter. Je peux vous dire que moi je suis client, quoi. Elle est toujours souriante, toujours un mot gentil pour les bénévoles, que ce soit au début
début, au milieu ou à la fin des courses. Elle est rayonnante, elle est pétillante. C'est un plaisir de la voir courir. Ça fait du bien, quoi, hein. C'est vrai qu'on voit beaucoup de trailers dans la souffrance, toujours tirer un peu la grimace, et c'est normal parce que c'est des exploits extraordinaires. Et voir comme ça une coureuse lumineuse, ça fait énormément de bien. Et c'est vrai, c'est que du plaisir. Voilà. Donc écoutez, on se retrouve certainement à la ligne d'arrivée pour voir le dénouement de cette course. Je vous dis à très vite. Alors je viens d'arriver à Parque del Sul, c'est là où il y a la finish line et c'est évidemment, je suis pas tellement surpris, Andrew, le coureur espagnol qui a gagné la Trans-Grande Canaria. C'est des courses quand même assez rapides, il a des vraies qualités de vitesse, il est musculairement parfait pour ce type de course, ce type d'effort. Il faut savoir relancer, il faut savoir descendre, il faut savoir courir vite, il faut être polyvalent, c'est vraiment la polyvalence qui lui a permis de gagner. Je vais attendre maintenant Arthur Joyeux-Bouillon, c'est le premier français, il va faire très certainement un top 10 et je vous propose qu'on le retrouve dans quelques instants dès son arrivée pour une petite interview. Je vous dis à tout de suite. Et l'arrivée de la France, Arthur Joyeux-Bouillon. Arthur Joyeux-Bouillon, félicitations pour cette 8e place, en plus sous les couleurs de ton nouvel équipementier On Running. Alors je crois que tu as une histoire particulière avec la Transcanaria puisque c'est la première fois que tu cours ici sur l'île de Gran Canaria, et puis cette course, elle t'avait tapé dans l'œil, je crois. Exactement, donc en fait pour la petite histoire, il y a des années de ça, je commençais le trail et forcément on regarde les vidéos qui sont sur YouTube, sur internet, et en fait je suis tombé sur une vidéo très qualitative d'Ultra Trail et c'était sur la Trans-Grande Canaria. J'ai tout de suite eu des étoiles dans les yeux en voyant cette traversée d'île et je me suis dit tiens, l'Ultra Trail, il y a quelque chose, j'ai envie de m'y mettre et je ferai la Trans-Grande Canaria un jour. Donc ça fait 4 ans que je suis inscrit sur la Trans-Grande Canaria, mais comme en France c'est à une époque où on fait beaucoup de ski alpinisme, ça fait 4 ans que je fais la Pyramenta à la place et que j'honore pas l'inscription, donc c'est fait. Bon voilà, c'est fait avec en plus un top 10. Alors, certaines personnes disent que cet ultra, c'est l'un des plus beaux du monde. Est-ce que tu confirmes, toi qui t'es déjà essayé sur pas mal de beaux parcours? Alors je dirais oui si on coupe le début et la fin. Après c'est ce qui fait la beauté aussi de cette course, c'est que ça la rend ultra compliquée, je trouve. Ces 15 premiers kilomètres et ces 15 derniers qui sont sur des galets très très compliqués à gérer, mais voilà, le milieu splendide. Alors on partage un point commun puisque pour moi aussi c'était la première fois que je couvrais l'événement. Moi je ne l'ai pas couru, j'ai un peu plus de chance que toi, mais en tout cas que je l'ai couvert. Et l'impression que j'ai, c'est que c'est une course un peu bâtarde parce qu'elle est finalement beaucoup trop grande pour être un trail rapide. Elle est un peu plus courte, c'est un ultra, mais elle est quand même un peu plus courte pour un ultra, et donc du coup il faut quand même, les cartes sont un peu redistribuées, il faut quand même de la polyvalence pour réussir sur cette course là. Ah ouais, alors je pensais pas autant. Chapeau à ceux qui gagnent ici, franchement comme tu dis, faut être ultra polyvalent. On est parti, je trouve, à une vitesse très vite. Ah oui, je me suis dit les gars ouais. C'était à 12,5 de moyenne sur le 30e kilomètre, avec déjà presque 2000 de D+. Donc, et c'est aussi l'une des spécificités du parcours, c'est que c'est ultra casse-pattes, ça monte, ça descend, t'as du plat, il faut relancer. En fait, il faut pas être l'acide lactique, parce qu'il faut tout le temps relancer, avoir du jus. Et ça, j'imagine que c'est quand même pas compliqué. Alors c'est pour ça que je le dis et je le pense, c'est une des courses les plus dures que j'ai faites. J'ai eu l'impression de courir, alors pas 128 km sur 128, mais 100 km sur 128, en, comme tu dis, relançant tout le temps. Et pour ça, petit clin d'œil à Jonas Russi, avec qui j'ai fait 14 heures. On s'est mutuellement poussé, franchement, on a créé une amitié, je pense. Et voilà, sur la fin, petit craquage et je termine juste devant lui, mais un énorme moment de partage. Et musculairement, sur le côté un peu plus technique, on a vu le chinois Chen qui, alors lui, il était tout conjectionné, il avait ses muscles qui commençaient à palpiter. Je me suis dit, oula, ça risque d'être compliqué pour lui. J'ai l'impression que voilà, techniquement, c'est aussi un parcours qui laisse des traces.
Oui, déjà c'est la période. Alors je sais pas pour les autres nations, mais nous, c'est dur de faire beaucoup de dénivelé négatif et des longues sorties l'hiver. De 8-10 heures sur les jambes, c'est impossible quoi. Donc ça on le fait pour l'UTMB et février c'est compliqué. Donc déjà on ramasse un peu sur les quadriceps, ça c'est clair. Et ce qui fait je trouve la difficulté de la course, c'est que globalement on monte sur la première moitié de course, on arrive au sommet de l'île et toute la deuxième moitié on prend quasi tout le dénivelé négatif et ça fait très très mal. Ouais, surtout en fin de parcours quand tu as les jambes cassées, surtout avec toutes ces relances sur le parcours. Alors c'est vrai que quand tu es un coureur un peu plus au train, là tu es quand même mis, tu sors de ta zone de confort. Est-ce qu'elle a quand même des... Alors, c'est pour ça aussi qu'on aime l'ultra, c'est pour cette difficulté, c'est pour ces spécificités-là. Mais les points positifs, voilà, si tu en retiens quelques-uns, est-ce que quand même, j'imagine que tu es soulagé d'avoir terminé, mais si tu dois énoncer quelques points positifs de cette course-là, est-ce que pour toi c'est quand même... Bah déjà, terminer quand la course est très dure, je trouve que c'est une saveur particulière. Alors tous les ultras sont compliqués, hein, je dis pas. Hein. Mais quand il y a cette petite spécificité, on est encore plus content d'arriver. Là, les 10 derniers kilomètres, je peux t'assurer que tu savoures l'arrivée les 700 derniers mètres. Hein. Ça, et honnêtement, ça me fait penser à Madère, le milieu de l'île, avec des gros rochers volcaniques rouges. Là, on a eu une météo franchement topissime. Hein. Les reconnaissances de parcours, j'ai pas eu ça. Donc là, j'ai ouvert les yeux quand ça allait pas et tout. Je me suis dit, ah bah t'es là pour ça, quoi. C'est splendide de pouvoir aller au milieu de l'île par ses propres moyens, avec ses deux jambes, quoi. Donc très très belle course. Bon bah écoute, merci infiniment pour ce petit témoignage. Et bah je te souhaite une très belle récupération. C'est quoi la prochaine échéance? Ce que tu sais déjà, alors c'est peut-être un petit peu tôt pour le programme printanier ou estival, mais est-ce que tu as déjà une petite idée sur là où tu veux aller? Non, bah alors depuis les courses by UTMB et le calendrier UTMB, on est beaucoup d'athlètes à avoir pris les devants un petit peu parce que si on veut faire l'UTMB cette année, il faut se qualifier. Donc ma saison va être Istria en avril en Croatie et Andorre au mois de juin je crois. Donc, voilà, pour tenter d'être qualifié à l'UTMB et puis sinon on avisera. Il y a tellement d'autres courses magnifiques que j'ai pas faites que... Bon bah super, allez cette fois-ci je te laisse, bonne récupération et puis bon retour aussi en France et je te dis à très vite sur un prochain trail. Et à très bientôt. Je viens de laisser Arthur, ça m'a fait très plaisir de pouvoir discuter avec lui. On se connaissait pas encore, donc voilà. Et finalement, son témoignage corrobore pas mal avec voilà ce que j'ai pu constater moi sur la course. C'est vrai que avant de partir, je connaissais pas la Transgran Canaria et j'avais plutôt l'image d'un trail très beau, un trail de début de saison qu'on fait pour remettre la machine en marche. Mais je m'attendais pas à un tel niveau de technicité, à autant de difficultés. Il l'a dit, hein, c'est l'un des trails les plus durs qu'il ait pu faire et pourtant il a fait la Diagonale des Fous, il a fait UTMB, c'est quand même pas des courses qui sont réputées pour leur facilité, même si bien sûr il faut remettre dans le contexte, on est quelques minutes après son arrivée, il n'a pas encore eu le temps de prendre du recul sur sa course, mais c'est quand même un témoignage intéressant. Donc voilà, la Transgran Canaria, c'est une course qui teste vos limites physiques, vos limites mentales et il faut évidemment, si vous voulez un jour y participer, y être extrêmement préparé. On vient pas ici en touriste. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on retrouve Manu du site OneRun. Alors il est pas sur l'île de Canaries, mais on a un call qui est prévu et du coup, il va nous parler de l'histoire, de l'incroyable histoire de la marque Brooks. Je le disais en début d'émission, c'est vrai que c'est pas forcément une marque que je connais beaucoup, donc voilà, je sais que Manu va m'en dire un petit peu plus. Moi, je suis toujours très friand des histoires des marques. Donc voilà. Écoutez, je vais aller rejoindre mon hôtel puisqu'on a rendez-vous d'ici quelques dizaines de minutes. Je vais pas être en retard. On se retrouve là-bas. Hola Manu del sito de OneRun. Comment está? Bene, bene, c'est ça? Non, je suis pas un expert de la langue espagnole. Moi, j'étais plutôt germanophone. Donc, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Écoute, rassure-toi, on ne va pas faire cette chronique en espagnol, même si, voilà, après quelques jours en Espagne, je commence à manier les rudiments. Je vais rester quand même assez humble sur mon niveau d'espagnol.
Manu, aujourd'hui, tu vas nous parler d'une marque qui fait de plus en plus parler d'elle sur le trail. Alors, une marque quand même qui est pas toute jeune, qui a une belle notoriété auprès de certains coureurs, mais voilà, qui reste encore un peu confidentielle pour d'autres coureurs. Moi y compris, je t'avoue que je connais pas tout sur cette marque et du coup, j'ai très hâte d'en savoir plus. Je parle évidemment de la marque. Bah, Brooks. Ouais, effectivement, c'est une marque américaine qui a un petit déficit de connaissances, surtout en France, hein. Pour te raconter la petite anecdote, il y a une vingtaine d'années, moi j'ai acheté ma première chaussure, ma première paire de chaussures Brooks. Je l'avais acheté dans un petit magasin à Londres quand j'étais en week-end là-bas. Et puis un jour sur un événement running, je croise le rédacteur en chef d'un grand magazine de running que je ne nommerai pas. Et puis il y avait un athlète français de renom qui était là. Et puis on discutait tous les trois. Puis d'un coup, bah, forcément, il regarde mes chaussures, mais il me dit mais c'est quoi cette paire de chaussures? Et là, l'athlète qui était avec nous, il lui a dit quoi? Tu connais pas Brooks et tout ça. Donc il l'a raillé toute la journée. Et c'est là que j'ai pris conscience qu'effectivement, Brooks, à l'époque, bah, ils n'étaient pas connus, alors qu'aux États-Unis, c'est une marque super importante, quoi. C'est vrai qu'en France, on a quand même eu la surdomination de 2, 3 marques par rapport aux pays outre-Atlantique, où eux, ils ont quand même un éclectisme au niveau des marques. Il n'y a pas vraiment une marque qui surdomine le marché. Il y en a une multitude. Mais ce qui arrive un peu aujourd'hui en France, hein. En France, on n'a plus ces 2, 3 marques qui surdominent le marché. Il y a de plus en plus d'acteurs qui rentrent dans la danse. Et finalement, le marché français ressemble de plus en plus au marché américain. Sauf pour le trail, où la France reste quand même un très très gros marché trail, certainement même l'un des plus gros, en tout cas en ticket moyen par coureur, je pense. Ouais, effectivement. Pour te donner des chiffres là sur les fameuses études NPD, sur la France, le trail pèse 35% dans l'achat des chaussures, alors que donc ça c'est sur les stats 2021. Et sur l'Allemagne, par exemple, je crois qu'on est à 21%. Donc c'est vraiment pour montrer qu'en France, il y a vraiment une culture du trail de par, bah, effectivement, les montagnes qu'on a et puis les courses emblématiques sur le sol français. Donc vraiment, le trail, c'est devenu un élément majeur pour les marques. Et il y a beaucoup de marques qui se déplacent en France. Donc les responsables produits et tout ça qui viennent voir comment ça se passe en France. Donc par exemple, bah, sur l'UTMB, il y a énormément de marques qui font le déplacement pour être au cœur du système trail français. Sur l'UTMB. Et nous, d'ailleurs, on y sera aussi en septembre prochain, parce que c'est tout début septembre l'édition 2023 de l'UTMB. On aura un bel espace aussi où on pourra accueillir tous nos auditeurs et auditrices, en tout cas celles et ceux qui feront le déplacement jusqu'à Chamonix. Alors, Brooks, tu vas nous parler un petit peu de l'histoire de Brooks, parce que je crois qu'il y a quand même des choses à dire sur cette marque-là. Ouais, tout à fait. Alors, c'est une marque qui est très ancienne, hein, puisque Brooks Sport a été créé en 1914 par John Brooks Kaldenberg, quand il a racheté une fabrique de chaussures de bain et de ballerines. Donc, on est un peu loin du running, mais on est déjà dans le sport. Alors, je te passerai tous les événements. Je pense que tu pourrais faire une capsule spéciale sur la marque Brooks. Il y a énormément de choses à dire sur l'entrepreneuriat, sur les rebondissements et tout ça. Moi, ce que je retiens, c'est qu'en 1975, Brooks se fait remarquer déjà en travaillant avec des athlètes de haut niveau, dont Marty Licori, qui était à l'époque vice-champion du monde du 5000. Et ils vont créer la Villanova, qui était la première chaussure avec une semelle en EVA. Alors l'EVA, c'est la matière qui fait les semelles et c'est utilisé par tout le marché, quoi. Donc vraiment, c'est une marque qui a toujours été orientée sur l'innovation. Et puis, bah, quelques années plus tard, ils vont lancer la Vantage, qui sera la première chaussure spécifique qui gère la pronation. Hein. Donc la pronation, c'est l'assiette. Donc en gros, tu as les pieds qui rentrent vers l'intérieur et souvent, ça fait des douleurs aux genoux. Donc, faut savoir que voilà, au début des années 80, Brooks est dans le top 3 des marques aux États-Unis. Donc, en 80, hein, il y a des marques comme Nike qui sont vraiment au début. Hein, donc, c'est vraiment une marque historique. Et puis, en fait, en 1980, il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'ils ont un problème de production dans des usines au Porto Rico.
Et puis, il y a des dizaines de milliers de chaussures qui ont été vendues, qui sont retournées dans les magasins et tout ça. Et du coup, Brooks va se placer en faillite et elle va être rachetée par Wolverine. Et donc, à ce moment-là, Wolverine, qui est déjà un fabricant de chaussures, décide de lancer Brooks uniquement sur la course à pied. Donc, depuis 1980, Brooks ne fait que de la course à pied. Et en gros, depuis les années 2000, donc il faut savoir qu'en 2000 à peu près, Brooks fait 60 millions de dollars de chiffre d'affaires, donc ce qui est déjà quand même assez important. Et c'est là qu'est nommé le PDG actuel. Et lui, il va vraiment orienter Brooks sur les chaussures de running performance, c'est-à-dire qu'il va enlever tout ce marché un peu de la chaussure ou tout venant, hein, c'est-à-dire que vraiment, il va s'axer sur le coureur et ses performances. Et donc, depuis maintenant, Brooks, c'est 1,1 milliard de dollars. Donc, le gap en 20 ans, sous la direction de Jim Weber, a été énorme. Donc une marque ultra spécialisée running. C'est vrai que les coureurs et coureuses que je connais et qui courent sur Brooks sont très attachés à cette marque-là. Ils ne jurent que par Brooks. Donc il y a une petite communauté en France, mais qui est très férue de leur marque. Et puis une marque qu'on voit de plus en plus sur trail. Moi, c'est vrai que j'avais une image plutôt route de Brooks, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ils sont encore plus puissants sur trail que sur route. Ouais, alors faut savoir que c'est pas nouveau le trail, puisque le modèle Cascadia, qui est le modèle emblématique trail de la marque, a été créé en 2005. Hein, donc vraiment, Brooks est sur le trail depuis un moment. Et puis, alors Brooks, ce qui est intéressant aussi, c'est vrai qu'on parle souvent durabilité, on échange souvent ensemble là-dessus. Brooks, c'est une marque qui a une conscience écologique depuis longtemps. D'ailleurs, ce qui est assez rigolo, c'est que son siège social qui a été construit en 2014 a été considéré comme l'un des bâtiments le plus vert au monde. Alors, quand on en parle avec les équipes de Brooks, ils disent oui, l'écologie c'est important, mais on essaye quand même de mixer les deux, performance des produits et écologie. Je te propose de découvrir la gamme Trail de Brooks. Et puis, les modèles qui vont te permettre de toi choisir ce que tu vas prendre et puis quel modèle te sera le plus adapté. Avec plaisir, d'autant plus que je connais, alors je vais pas te mentir, je connais très très peu la gamme Brooks. Donc, si tu peux me donner quelques petits tips pour que je puisse un petit peu mieux me retrouver. Donc, quels sont un peu le modèle emblématique trail chez Brooks? Le modèle emblématique de chez Brooks, c'est la Cascadia, hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, elle a été créée en 2005. C'est un modèle qui est très confortable, c'est un modèle qui a beaucoup d'accroches. Donc c'est un modèle qui va vraiment aller partout et on va, si tu sais pas quel modèle prendre, ça va pas forcément être le modèle le plus léger, mais c'est le modèle qui s'adapte à peu près à toutes les conditions. Donc c'est un modèle qui est pas très cher, hein, puisque il est actuellement à 140 €. Tu as même une version Gore-Tex imperméable, pour l'hiver, ça serait idéal, qui est à 160 €. On est sur un drop de 8 mm, des crampons de 4,5 mm. Donc vraiment, c'est le modèle passe partout. Et puis, il existe en plusieurs couleurs. Alors, j'ai regardé les derniers coloris et je devrais pas le dire, mais j'ai eu un petit coup de cœur. Il y a un modèle blanc, marron, vanille, qui est vraiment très très chouette. Alors tu vas me dire, bah oui, mais le blanc pour le trail, bon. Et là je dis, bon bah écoute, c'est peut-être pas l'idéal, mais on a vu dernièrement au Super Bowl que Rihanna porte des chaussures de trail pour chanter pendant la mi-temps du Super Bowl, donc pourquoi pas les utiliser à la ville. Merci Manu. Alors, tu viens de nous présenter le modèle emblématique trail de la marque, mais pour les coureurs un peu plus polyvalents, par exemple, je vais te donner mon exemple. Je m'aventure un peu sur du terrain trail, mais parfois j'ai quelques kilomètres à faire sur le bitume avant de rejoindre le parcours un peu plus cabossé. Et du coup, moi, je cherche une chaussure un peu plus polyvalente, un peu à l'aise sur la route, un peu hybride, tu vois. Je ne sais pas si ça existe, mais voilà, moi en ce moment, c'est le besoin que j'ai. Est-ce que Brooks pourrait peut-être me satisfaire sur cette demande? Ouais, alors effectivement, ils ont un modèle pour débuter en trail qui s'appelle la Divide. En fait, le concept de la Divide, c'est que c'est un modèle de route sur lequel ils ont mis un mesh plus résistant et ils ont mis une semelle spécifique pour le trail.
et qui va être un excellent modèle si tu veux débuter et puis aller route et puis une transition sur chemin facile et tout ça. Et c'est un modèle qui est très accessible puisqu'il est à 110 €. Et donc, bon, si tu arrives à avoir des petites promotions, ça fait quand même un prix très accessible pour débuter. Vraiment, je trouve que c'est idéal. Une chaussure plus polyvalente du coup, toujours intéressant, et j'imagine que dans les années à venir, c'est une demande qui va de plus en plus accroître des coureurs à pied. On va partir un peu aux antipodes. Manu, si demain tu viens courir l'UTMB ou la Trans Gran Canaria sur son format ultra, est-ce qu'il y a une chaussure plus adaptée aux coureurs de très longue distance ? Ouais, alors effectivement, ça fait partie des nouveaux modèles que Brooks propose. Donc là, on aura, je dirais qu'il y aura deux catégories de coureurs. Tu vas avoir ceux qui veulent seulement finir et puis qui veulent quelque chose de très confortable et vraiment arriver au bout, on va dire. Et là, on a la Caldera, qui est vraiment le modèle ultra trail. C'est une semelle assez épaisse, qui est très confortable, un maximum d'amorti. La semelle, alors elle paraît un peu haute, mais elle est pas si haute que ça. En fait, c'est l'effet que ça donne. Elle est creusée pour bien accueillir le pied, pour bien avoir une bonne stabilité. Et vraiment, voilà, c'est le modèle extrêmement confort pour faire de l'ultra. C'est vraiment exactement ce qu'il faut. Alors après, si tu es vraiment un coureur très performant, que tu veux voilà, un bon déroulé de pied et tout ça, là, je te propose plutôt la Catamount. Là, c'est la version, on va dire, plaque carbone, rapide. Alors, c'est pas une plaque en carbone, mais il y a une plaque en polymère plastique. Donc, il y a une semelle très réactive, très dynamique, qui est associée à cette plaque en polymère plastique. Et là, ça va te donner, voilà, c'est vraiment le modèle pour les trailers rapides qui vont performer. Et c'est celle que tu vas voir sur les coureurs Brooks qui seront sur la Trans Gran Canaria. Merci beaucoup Manu. Si on devait synthétiser un peu toute cette gamme, est-ce que tu peux, comment toi tu pourrais nous aider à y voir un peu plus clair ou à enfoncer le clou? Alors, bah écoute, j'ai une comparaison qui est très intéressante. On va comparer avec le vélo. Donc, par exemple, la Divide, on va dire que c'est un vélo gravel, c'est-à-dire c'est un vélo de route auquel on a mis des roues un peu pour passer dans les chemins. Ensuite, tu vas avoir la Cascadia, bah, c'est le VTT. Hein. La Caldera, c'est donc pour l'ultra trail, ça va être le VTT tout suspendu, donc suspension avant-arrière très confortable. Et puis la Catamount, on va dire, c'est le cyclocross. Eh ben, c'est très clair, effectivement, c'est une très bonne métaphore là sur les vélos. Ça, c'est tout de suite beaucoup plus parlant, tu vois, c'est plus imagé. Écoute Manu, je te donne rendez-vous dès vendredi pour un nouvel épisode du podcast Dans la tête d'un coureur. Et puis dès le mois prochain, peut-être qu'on ira retourner un peu à nos premiers amours sur marathon, qui sait. En tout cas, je te dis à très vite. À très vite.